Me voilà assis, 6 mois après. Je regarde par la fenêtre de mon bureau chez Meridian Finance Europe. Et je pense encore à ce moment précis, celui où Frédéric a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur, 1 700 €. Mais je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Parce qu'on n'arrive pas à un chèque de 1 700 € sans histoire. Je m'appelle Sébastien Marchand, 43 ans, directeur des partenariats stratégiques chez Conseil et Gestion Patrimoniale, CAP Patrimoine pour les intimes. Une grande société, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 employés, des bureaux à Paris, Lyon, Genève, Bruxelles, spécialisés dans la gestion d'actifs et la structuration patrimoniale pour les ultra-hauts revenus. L'endroit où travaillent les gens en costume qui parlent de positionnement stratégique d'actifs lors de dîners au 8e arrondissement. C'était mon univers depuis 15 ans. Et jusqu'à cette enveloppe, j'adorais ce job. En février 2022, Frédéric Chauvet, mon patron direct, directeur associé, m'a convoqué dans son bureau. Lumineux, avec une vue sur l'Île-de-France. Tableau abstrait derrière lui. Photos de famille posées stratégiquement sur le rebord de la fenêtre. Il avait ce sourire qu'il réservait aux annonces importantes. Ce sourire était prédateur en réalité. Mais à l'époque, je le lisais comme de la confiance. « Sébastien, j'ai quelque chose pour toi. Un compte. Gros. Très gros. » Il a posé un dossier sur son bureau, cartonné, sérieux. Le nom était écrit en lettres capitales, Aubert Patrimoine. Le conglomérat, immobilier, industrie lourde, infrastructure, famille française, solide depuis les années 1950. Environ 2 milliards d'actifs mal structurés. Nous avons essayé de les approcher 4 fois sur 18 mois. 4 fois, ils nous ont fermé la porte. Il s'est adossé à son fauteuil. 3 commerciaux différents. Et moi, une fois. Pas de prise. Nous avons classé ce compte mort il y a 7 mois. Personne n'y croit plus. Il a poussé le dossier vers moi avec une lenteur délibérée. Sauf que j'ai une intuition. Je pense qu'ils n'ont pas dit non à notre service. Ils ont dit non à la personne, à l'approche. Et je pense que tu as le profil pour craquer cette noix. Tu es patient, opiniâtre. Tu n'as pas ce côté « je suis venu te vendre quelque chose ». Tu as ce côté « je suis venu comprendre ce que tu fais ». Donc voilà, c'est ton compte. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Si tu décroches Aubert, on parle de 140 000 € de bonus. Peut-être plus. Mais ce n'est que si tu décroches. 140 000 €. Je gagnais 180 000 de base. Un bonus de cette taille, c'était une augmentation de 78%. C'était la maison, avec un vrai jardin qu'on regardait depuis 2 ans. C'était un mois en Corse avec les enfants. C'était ce luxe tranquille qui donne sens aux années qu'on travaille. Je peux essayer, ai-je dit. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai passé la semaine suivante à lire. Tout sur Aubert Patrimoine. Rapports annuels, articles archivés, biographie des dirigeants. Les tentatives précédentes de nos commerciaux étaient exactement ce que Frédéric décrivait. Du pur pitch de vente, des slides blanches et bleues, des diagrammes. Je lisais et je voyais pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que personne ne s'était posé la question du pourquoi avant de proposer la solution. Ils avaient tous parlé, personne n'avait écouté. Donc j'ai commencé autrement. J'ai trouvé le contact du directeur général adjoint, Thomas Aubert. Je lui ai écrit, pas un mail de vente, un mail de curiosité, lui demandant où il voyait les plus grandes inefficacités dans la gestion de patrimoine en France. Aucune mention de mon entreprise. Juste une question simple, d'une personne à l'autre. Il a répondu, 12 heures plus tard. 4 paragraphes soigneusement rédigés, des pensées vraies. Pas un template. Et voilà comment ça a commencé. Ce premier mail, cette réponse. Donc j'ai parlé avec lui. Pas vendu. Parlé. Une conversation par mois. Parfois 2. Des marchés. De la complexité du droit fiscal français. De la manière dont les holdings industriels naviguaient l'après-Covid. Des nouvelles régulations européennes. Jamais de notre service. Jamais de proposition. Jamais même une insinuation. Juste 2 personnes qui comprenaient la complexité du secteur. Jusqu'à 4 mois plus tard, quand Thomas m'a dit « Tu sais, je crois qu'il y a quelque chose pour nous. Quelque chose que tu pourrais faire. Pas tout de suite, mais ça va devenir un besoin réel dans les 18 mois qui viennent. Et je pense que je veux en discuter avec toi avant de parler à d'autres. » Voilà, c'était ça. Le moment où j'ai su que c'était possible. Les 18 mois qui ont suivi, je ne vais pas vous les énumérer un par un. Mais ce que vous devez comprendre, c'était dur. Vraiment dur. Le genre de difficulté qui change qui tu es. Pas de manière spectaculaire, pas d'une seule grande blessure, mais lentement, graduellement. La sorte de dureté qu'on ne voit pas venir parce qu'elle ressemble à de l'engagement, à de la discipline, à de la rigueur. Et puis un matin on se réveille
et on réalise que ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu une vraie conversation avec sa femme avant 22 heures. Je faisais des allers-retours entre Paris et Lyon. Le mercredi soir après le travail, je prenais le train de 19h30. 3 heures de rail. Je lisais les contrats, ou je dormais, ou je regardais juste le paysage défiler en pensant à ce qu'on allait dire demain matin. Le mardi, je revenais sur le train de 7h45, arrivant à Paris à 10h. Juste à temps pour une réunion à 10h30 si je prenais un taxi depuis la gare. Je me souviens d'une nuit en décembre 2022 où j'ai dormi sur un canapé dans la salle d'attente d'une gare. Une vraie salle d'attente froide, avec l'éclairage blanc des gares. J'avais ma veste comme couverture. Je ne dormais pas bien. 35 déplacements en 18 mois. Je le sais parce que j'ai compté. J'ai même gardé les tickets de train, dans un dossier sur mon ordinateur, nommé Aubert. Peut-être pour prouver quelque chose, un jour. J'ai raté l'anniversaire de ma femme parce qu'une réunion cruciale avait changé de jour à la dernière minute. Je l'ai su à 16h. Je lui ai dit le même jour. Une phrase maladroite. Je crois que je ne vais pas pouvoir. Elle m'avait dit, ce n'est pas grave. Mais je voyais que c'était grave. Pas dramatiquement grave, juste grave. Le genre de grave qui signifie qu'elle intègre que ça n'est pas une priorité. Les petits oublis s'accumulent. Ils forment des cicatrices. Invisible d'abord, puis de plus en plus visible. Et mon patron direct, Frédéric, je dois le dire, il me mettait les bâtons dans les roues à chaque étape, délibérément, systématiquement, presque artistiquement. La manière dont il trouvait chaque occasion pour rendre les choses plus difficiles. « Pourquoi tu passes tant de temps sur ce compte ?» m'a-t-il demandé en septembre 2022. Son ton était celui qu'on utilise pour quelqu'un qui gaspille les ressources de l'entreprise. « Parce qu'ils ne sont pas prêts encore », ai-je répondu. Thomas m'a dit que la structure interne n'est pas alignée. 3 divisions qui ne parlent pas ensemble. Tant qu'il n'y a pas d'alignement interne, pas de décision. Frédéric a secoué la tête d'une manière qui voulait dire « tu es naïf ». C'est juste une excuse. Quand un client n'avance pas, c'est fini. Tu perds du temps. Mais Thomas m'avait confié la vérité. Et je le savais. Je l'avais vu dans les yeux. Je l'avais lu entre les lignes de ses mails. Et je savais que Frédéric, lui, n'avait jamais écouté assez longtemps pour comprendre ce genre de choses. Et puis Frédéric a commencé à venir aux réunions, juste pour aider, pour sécuriser la relation. Ce que j'entendais vraiment, mon compte commençait à devenir du sérieux, donc il voulait que ce soit son compte. J'ai même su par un collègue de confiance qu'il rédigeait des notes internes disant quelque chose comme l'optimisme de Sébastien concernant Aubert est mal placé, signe d'un account management défaillant. Des signes d'un account management défaillant. Pendant que je lisais des rapports financiers le dimanche matin avant le brunch, pendant que je conduisais jusqu'à Lyon le mercredi soir après une journée de travail. C'est une chose que j'ai apprise en 15 ans de business en France. Quand ça marche, les patrons veulent le crédit. Quand ça ne marche pas, c'est ton truc. C'est du théâtre. Ça ne fonctionne jamais autrement. En août 2023, le deal avait énormément avancé. Thomas et moi, on se parlait toutes les semaines. On discutait des détails, des structures légales, des implications fiscales. Et le directeur financier chez Aubert, Christophe Lefebvre, avait validé notre approche. C'est là que Frédéric a voulu prendre le contrôle total. « Je vais prendre la prochaine réunion », m'a-t-il annoncé un lundi matin. Pas une question, une décision. Pour finir le deal, Frédéric, Thomas attendait spécifiquement que ce soit moi à cette réunion. Il me l'a dit. Il veut avoir confiance en la continuité. Tu viendras aussi, mais c'est moi qui vais piloter. Et c'est ce qu'il a fait. Et ça a presque tout gâché. Parce que Frédéric s'est pointé avec sa présentation PowerPoint. 42 slides. Logo de notre entreprise très gros au début, au milieu, à la fin. Graphique de rendement. Consultez CAP Patrimoine pour une solution intégrée d'optimisation de patrimoine. Tous les trucs que nous avions délibérément évité de faire en 18 mois. Thomas a regardé la présentation, et j'ai vu le moment précis où il a fermé. Pas violemment, juste fermé. Je pouvais lire sur son visage « Ah, d'accord. C'était ça depuis le début, juste une vente. » La réunion a duré 45 minutes. Elle aurait pu durer 4 minutes. Thomas nous a remerciés. Sa voix était distante. Christophe a dit que c'était intéressant. Ce mot, intéressant, c'est ce qu'on dit quand quelque chose vous laisse complètement indifférent. J'ai su en quittant cette réunion que le deal était mort. Frédéric avait tué ce que j'avais construit en 18 mois en 42 slides PowerPoint. C'était quasiment poétique. Et puis 3 semaines plus tard, Thomas m'a écrit. Un mail court. « Tu peux passer à Lyon ? Juste toi, pas Frédéric. » Je suis arrivé le mercredi matin. Thomas m'a proposé un déjeuner. Pas un restaurant d'affaires. Un petit café à côté du siège d'Aubert. Mur jaune, peinture écaillée.
2 croque-monsieur, du café très chaud. Exactement le genre d'endroit où on a des conversations vraies. En m'asseyant, j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti en 18 mois, de la détente. Comme si quelqu'un avait enfin dit « on peut arrêter de jouer le jeu ». Comme si le masque pouvait enfin tomber des deux côtés. Il m'a dit « je sais ce qui s'est passé le mois dernier, je sais que ce n'était pas toi. Et je sais aussi que tu as sacrifié beaucoup pour cette relation. 2 ans et demi au moins, si je compte les explorations initiales. Plus si je compte les mails de curiosité avant qu'on ne se rencontre vraiment. 18 mois, ai-je dit. De février 2022 à août 2023. Peu importe le chiffre. L'important, tu as cru en nous. Et nous, on a cru en toi. Et cette autre personne, Frédéric, elle a presque tout gâché. Mais elle n'a pas gâché ce qu'on a construit, toi et moi. Donc voilà. Les 3 divisions sont alignées. On va faire ça. On va signer. Mais ça sera avec toi, pas avec lui. Il a pris une bouchée de son croque. Il a regardé par la fenêtre vers la rue. Et puis il a dit « Ça va être un problème chez toi, n'est-ce pas ?»« Probablement, ai-je dit. Oui, franchement, je ne sais pas comment on va gérer ça. D'accord, on va gérer ça ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Les 6 semaines suivantes, c'était une danse très précise. Le contrat, c'était un monstre. 500 millions d'euros d'actifs à restructurer. 3 divisions chez Aubert, 4 structures légales, 2 juridictions. SAP Patrimoine allait diriger une refonte complète de leur architecture patrimoniale. Pas juste les conseiller, les diriger. Un contrat de suivi sur 3 ans. Récurrence possible si tout se passait bien. Ce n'était pas un contrat, c'était une relation. Et c'est moi qui ai négocié chaque ligne, chaque clause, chaque condition. Je passais des nuits à relire des documents. Je discutais des points techniques avec Christophe. Je prenais des appels avec notre département juridique. Je m'assurais que chaque détail était impeccable, parce que je savais maintenant que ce deal était important, pas seulement pour moi, pour Thomas aussi. Frédéric, de son côté, posait des questions tous les jours. Où on en est avec Aubert? Il venait s'asseoir dans mon bureau. Il me regardait comme quelqu'un qui sentait qu'il perdait le contrôle. « On finalise », je disais. « Il faut que je sois présent à la signature. » Il ne le veut pas. Pourquoi? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Parce que la vérité était, parce que tu as presque tout gâché et il pense que tu vas tout gâcher à nouveau. Donc je disais, c'est un processus interne chez Aubert. Thomas préfère finaliser sans présence institutionnelle. Frédéric était furieux. Je le voyais à sa mâchoire, à la manière dont il quittait mon bureau sans rien dire. Parce que je savais maintenant que ce deal était important. Pas seulement pour moi, pour Thomas aussi. Le jour de la signature, c'était novembre 2023. Restaurant du 8e arrondissement. Michelin. Thomas voulait quelque chose de personnel, pas juste une transaction. Il y avait Thomas et Christophe côté Aubert, moi côté CAP, et un témoin formel du département juridique. Frédéric n'était pas là. On a commandé à manger, on n'a pas vraiment touché. Et puis Thomas a poussé le contrat vers moi. C'est toi qui signes en premier, pour montrer la bonne foi. J'ai signé. Lui aussi. Christophe aussi. Et puis Thomas s'est penché vers moi et il a dit « Tu sais, mon père disait que les meilleurs deals n'étaient jamais les plus gros. C'était ceux où la confiance était réelle. Et tu as construit ça. Pas ta boîte. Toi. » Et il m'a serré la main. Une vraie poignée de main. Quelques secondes. Qui voulait dire quelque chose. Quand je suis retourné au bureau le lendemain matin, tout le monde le savait. 500 millions d'euros. Aubert Patrimoine. Le compte qui était mort 7 mois avant. La réunion générale a eu lieu 2 jours plus tard. Notre PDG a pris la parole. Enthousiaste. Il a parlé du deal, des 3 ans qui venaient, de ce que ça signifiait pour l'entreprise. Et puis il a dit « Et je veux remercier Frédéric Chauvet et son équipe pour avoir assuré le succès de cette opération. » Son équipe, pas moi, son équipe. Frédéric s'est levé. Il a donné un discours, 5 minutes. Il a parlé de culture de persévérance, de patience, de leadership. Et une fois seulement, il a dit « Et naturellement, Sébastien Marchand a eu un rôle à jouer ici. » Une fois, comme une note de bas de page. Et moi, j'ai applaudissé. Parce que c'est ce qu'on fait. On applaudit. Et puis est arrivé février 2024, la revue de rémunération annuelle. Avant Aubert, je savais déjà que je n'allais pas devenir riche rapidement dans cette structure. Mais Frédéric, 18 mois plus tôt, m'avait dit « 140 000 euros de bonus ». Ces mots précis. Je me les étais répétés pendant 18 mois. Donc, quand j'ai reçu l'invitation pour ma revue, je savais que ça allait être du sérieux. Un deal de 500 millions signé en novembre. Un contrat de 3 ans. Thomas lui-même m'avait dit qu'il voulait travailler avec moi spécifiquement pendant les 3 ans qui venaient. 140 000 euros, peut-être plus. J'ai enfilé un costume le matin de ma revue.
Un Lanvin que je ne mets que pour les moments où je dois montrer que j'ai gagné. Et je suis allé au bureau de Frédéric. Il n'était pas seul. La DRH était là, Isabelle. Une femme que je connaissais bien. Elle avait toujours été juste avec moi. Frédéric m'a fait signe de m'asseoir. Il y avait une enveloppe jaune sur son bureau. Pas un dossier, une enveloppe. C'est ce que j'ai pensé qui était étrange. Pour une revue normale, vous recevez une lettre officielle, avec le logo de l'entreprise, format rigoureux, sérieux. Cette fois-ci, c'était une enveloppe jaune, désinvolte, comme si la décision elle-même était traitée comme quelque chose d'insignifiant. Frédéric a poussé l'enveloppe vers moi avec un geste vague. « Donc, a-t-il dit, ton année ?» Je n'ai rien dit, je regardais juste l'enveloppe. « C'est bien ce que tu as fait avec Aubert. On apprécie ton implication. » On apprécie ton implication. Le genre de phrase qu'on utilise quand quelqu'un a bien travaillé sur un projet qui ne s'était pas très bien passé. Pas un projet qui avait généré 500 millions de chiffre d'affaires. « Tu veux l'ouvrir ?» a dit Isabelle. Elle avait une petite voix, comme si elle savait quelque chose, comme si elle avait déjà vu ce qu'il y avait à l'intérieur et que ça lui déplaisait. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur, une feuille blanche, basique, imprimée. En haut, lettre de rémunération, février 2024. Puis, au cœur du document, le chiffre. 1700 €. 1700 €. Un bonus qui représentait un peu moins d'1% de ce qu'on m'avait dit de viser. Un bonus qu'on aurait pu remettre à un junior qui avait bien présenté une diapositive en réunion client. Un bonus pour l'effort, pas pour le résultat. Je n'ai pas pâli. Je n'ai pas eu de tension élevée. Je ne suis pas devenu furieux. Je me suis juste senti bizarre. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur mon cerveau et que je regardais la scène de l'extérieur. Comme si je flottais au-dessus du fauteuil, regardant ce mec en costume Lanvin tenir une feuille de papier avec 1700 € écrit dessus. Et je l'observais, ce mec, et je pensais, c'est fou qu'il ne se lève pas, c'est fou qu'il ne dise rien, c'est fou qu'il juste accepte. Mais je n'étais pas ce mec encore, pas vraiment. J'étais encore en train de traiter, en train de réaliser, en train de comprendre ce que ça signifiait vraiment. 1700 €, pas 1700 en plus de quelque chose. Juste 1700 €. « Sébastien ?» a dit Isabelle. « Tu vas bien ?»« Oui, » ai-je dit. Et j'ai plié la feuille avec soin. C'est ce qu'on fait. On plie les mauvaises nouvelles en papier et on continue. « C'est une année difficile pour l'entreprise, » a dit Frédéric. Son ton était celui qu'on prend quand on s'excuse pour quelque chose mais qu'on ne veut pas vraiment s'engager. Les marchés n'ont pas été généreux. Les performances globales, je ne l'écoutais pas vraiment. J'entendais les mots, mais pas le sens. C'était du bruit blanc, de la justification préfabriquée. Parce que les rapports économiques de cette période montraient que l'année avait été solide pour le secteur. Donc soit il mentait, soit il ne savait pas de quoi il parlait. Et franchement, je me fichais de savoir laquelle des deux. « Merci », ai-je dit. « Je peux y aller ?»« Bien sûr », a dit Frédéric. Et je me suis levé. Isabelle me regardait. Je pouvais lire dans ses yeux. « Je suis désolé, je ne savais pas que c'était ça. » Mais elle n'a rien dit. Je suis retourné à mon bureau. J'ai fermé la porte. Et j'ai attendu que ma tête redevienne normale. Environ 1 heure plus tard, mon collègue Julien a appelé. Il savait. D'une manière ou d'une autre, les nouvelles s'étaient propagées. « Alors ? Comment ça s'est passé ?»« 1700, ai-je dit. Je n'avais jamais dit ce chiffre à voix haute avant. Ça sonnait encore plus stupide de cette manière. « Quoi ? 1700 €. Putain de merde. » Ouais. Un silence qu'on sentait à travers le téléphone. Et puis Julien a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» C'est la question qui a changé tout le reste. Pas « Oh mon Dieu, c'est injuste », mais « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Une invitation à agir, pas à se plaindre. Et j'ai réalisé quelque chose de très simple et de très clair. Je pouvais rester ici, envoyer un mail à Frédéric. Pourquoi ces 1700 €? Et il allait dire quelque chose, une explication. Quelque chose à propos des marchés difficiles ou des performances globales. Et le mois prochain, j'allais être un peu plus amer. Juste un peu, imperceptiblement. Et le mois d'après, un peu plus. Et 6 mois plus tard, je ne reconnaîtrais pas celui que j'étais devenu. J'aurais un visage amer. Des choses méchantes à dire en réunion quand personne ne s'attendait. Et je sais à quoi ça mène. À devenir quelqu'un que ma fille ne reconnaît pas. Où je pouvais partir, maintenant, pendant que j'avais encore le choix. « Tu sais, » ai-je dit à Julien, « je crois que je vais partir. »« Quoi, comme partir ?»« Ouais. Tu vas attendre le week-end ?» Et c'est quand j'ai regardé ma montre. Il était 13h40. « Non, » ai-je dit, « je vais partir maintenant. » Sans réfléchir davantage, juste un sentiment de clarté irréversible, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau.
J'ai sorti le cadre photo de ma fille, ma préférée, cheveux blonds en désordre. Elle souriait comme une enfant de 9 ans qui ne savait pas encore que le monde était compliqué. Elle souriait comme quelqu'un qui croyait que son père était capable de bonnes choses. Je l'ai regardée pendant quelques secondes, et j'ai pensé, je ne veux pas être quelqu'un qui accepte 1700 € de bonus et qui sourit en public le lendemain matin. J'ai mis le cadre dans ma sacoche, délibérément, avec intention. C'était mon moment. Je n'allais pas le gâcher. J'ai enfilé ma veste, un vrai mouvement adulte, conscient, et je me suis levé. Julien était encore au téléphone. « Sébastien, attends, Sébastien, je t'appelle ce soir », ai-je dit. Et j'ai marché vers l'ascenseur, pas en colère, pas en dramatisant, juste en marchant. Comme quelqu'un qui avait pris une décision très claire et qui savait exactement ce que ça voulait dire. Qu'on ne peut pas revenir en arrière quand on a vraiment décidé de partir. Que revenir en arrière signifierait rester et devenir amer. Et j'en avais fini avec l'amertume. L'ascenseur était vide, 6 étages jusqu'au rez-de-chaussée. Et pendant ces 90 secondes, je n'ai pensé à rien du tout. C'était presque reposant, comme si le fait de décider quelque chose vous libérait de la capacité à penser à tout le reste. Les portes se sont ouvertes. Il y avait la réceptionniste. Elle me connaissait depuis 8 ans. « À bientôt, Sébastien ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit. « Je crois que c'est tout. » Et je suis sorti dans la rue. Il était 14 heures. J'ai marché pendant 1 heure. Pas de direction particulière. Juste les rues de Paris. Vers l'île de la Cité. Puis vers le Marais. Et puis je suis revenu vers mon quartier. Vers le 11e. Il y a un petit café que j'aime bien. Personne que je connais. Juste du café et des gens qui font leurs trucs sans parler à personne. Des gens sur leurs ordinateurs. Des vieilles femmes qui lisaient des journaux. Une fille qui écrivait quelque chose dans un cahier. Tout le monde dans son propre univers. Personne ne se demandait qui j'étais ou ce que je faisais. Personne ne s'en fichait. C'était incroyablement libérateur. J'ai commandé un espresso et j'ai appelé ma femme. « Je viens de quitter CAP Patrimoine », ai-je dit. Simplement comme ça. Pas « je crois que je vais quitter », juste « je viens de quitter ». Un silence. « Quoi ? Je viens de quitter. Il y a 1 heure. Je ne reviens pas. » Un silence plus long. Et puis elle a dit « D'accord, tu es bien ? C'est pourquoi je l'aime. » Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas dit « Comment on va faire ?» Elle a juste demandé si j'étais bien. « Oui », ai-je dit. « Je suis bien. » « D'accord, je vais préparer à manger. On va en parler ce soir avec du vin. » Et c'est ce qu'on a fait. Ce soir-là, j'ai appelé quelques personnes. Julien, mon frère, ma mère, pas pour leur demander la permission, juste pour leur dire. Ma mère m'a dit « Tu as bien fait ». Mon frère a dit « C'était la bonne décision ». Julien a dit « Tu vas penser que tu es fou demain matin. » Peut-être. Mais ce soir, je me sentais clair, comme si quelqu'un avait enfin éteint le bruit et que je pouvais entendre ma propre voix. J'avais eu des approches depuis quelques semaines. Meridian Finance Europe, un concurrent direct, bien capitalisé, réputation solide, avait un poste. Directeur des clients stratégiques. Exactement ce que j'avais fait pendant 15 ans. Construire des relations, négocier les termes, garder les clients stratégiques en place. Le lundi matin, j'ai envoyé un mail. J'ai changé d'avis, je suis libre, immédiatement. Mais avant ça, il y a eu l'appel de Thomas. C'était le même soir, jeudi, à 16h41. Exactement. Je me souviens du moment où j'ai vu le nom sur mon téléphone. « Sébastien, bonjour. Un contact commun m'a dit que tu avais quitté Cap Patrimoine aujourd'hui. C'est vrai ?» Thomas avait de bonnes oreilles, et des gens lui parlaient immédiatement quand quelque chose changeait. « Oui, c'est vrai, je viens de partir. » Un long silence. Le genre de silence où quelqu'un recalcule mentalement tout un deal. « D'accord, » a-t-il dit. Sa voix était plus précise, plus prudente. « Et la convention cadre, tu sais qu'elle n'est pas encore co-signée de notre côté, n'est-ce pas ?» Je sentais mon estomac changer d'étage. La convention cadre, le document légal qui officialisait notre engagement sur 3 ans. Celui que j'avais négocié ligne par ligne. « Oui, » ai-je dit, « je sais. Elle est là sur mon bureau depuis 4 jours. Je voulais la signer demain. Mais je veux m'assurer... Tu es qui maintenant, après CAP ? Je ne sais pas encore. Je viens juste de partir il y a quelques heures. D'accord, rappelle-moi demain, on va parler de ça. » Et il a raccroché. Le lendemain matin, j'étais dans mon bureau à la maison quand Meridian a appelé. « Oui, on veut vraiment que tu viennes. On t'offre le poste. Commençons lundi. 220 000 € de salaire, plus 25 000 € de bonus annuel garanti, plus stock options, une augmentation significative. » Et puis, à 11 heures, j'ai reçu un mail de Frédéric. Formel, froid, pas de préambule. Veuillez confirmer vos dates de congé restants pour l'année afin que nous puissions procéder au règlement final.
Pas « on aurait aimé te garder », juste une administration, juste un processus, comme si j'avais rendu un équipement. Et puis Julien a appelé, il était essoufflé. « Sébastien, tu ne vas pas le croire. Le grand patron a appelé une réunion d'urgence il y a une demi-heure. Pour toi, pour Aubert. » Thomas Aubert a envoyé une lettre officielle à notre PDG en disant que la signature du contrat était suspendue jusqu'à ce qu'il ait des clarifications sur la continuité de la relation partenaire. Ces mots exacts. Il a dit que ce deal avait été construit avec toi, que tu es la seule personne à qui il fait confiance chez Cap, et que jusqu'à ce qu'il sache qui va diriger ça, il ne signe rien. Rien. Je me suis assis, physiquement assis. Mes jambes ne supportaient pas le poids de ce que je venais d'apprendre. Frédéric a dit que tu avais quitté parce que tu étais malheureux et que tu avais une autre position, a continué Julien. Donc le PDG pense que tu as trahi la confiance. Et maintenant les avocats sont là. Un contrat de 500 millions d'euros qui pourrait s'effondrer parce que le client t'a choisi toi, spécifiquement toi. Frédéric est blanc comme un linge. Il pense peut-être que son poste est en jeu, sérieusement. Et j'ai presque ressenti de la pitié pour Frédéric. Presque, mais pas tout à fait. Lundi matin, j'ai signé les papiers chez Meridian. Et puis j'ai attendu. À 10h30, Thomas a appelé. « Je n'ai pas beaucoup de temps », a-t-il dit. Sa voix était énergique, décidée. « Donc je vais être direct. Dis-moi à quelle adresse j'envoie ce contrat. La convention cadre. Je la signe demain. Les 3 divisions sont alignées. C'est fait. Chez Meridian Finance Europe, ai-je dit. Je pouvais à peine respirer. Paris. D'accord. C'est ton nouvel employeur ? Oui, depuis lundi. Bien, a-t-il dit, et il y avait quelque chose dans son ton, de la satisfaction. Bien, ils ont de la chance, et tu as fait le bon choix. Et c'est tout. Il a raccroché. La convention cadre a été redirigée vers mon adresse chez Meridian. Frédéric a dû gérer ça. Expliquer à la direction de Meridian que Cap maintenait le contrat de service chez Aubert Patrimoine, mais que j'étais désormais chez un concurrent. Une situation bizarre légalement, mais c'est ce qui s'est passé. Thomas voulait ce contrat signé, et il s'en fichait que j'ai changé d'employeur. Il voulait moi. Il avait confiance en moi. Et c'était plus important que la structure légale. 3 semaines après avoir quitté Cap, j'ai su que Frédéric avait été rétrogradé. Un de ses pairs me l'a dit, par hasard, lors d'un déjeuner. Le PDG le considérait responsable de la mauvaise gestion du compte Aubert et de la rupture de continuité client. Pas viré, trop ancien, trop imbriqué dans la structure. Mais plus de promos, plus de bonus de masse, juste un job jusqu'à la retraite. On est en novembre 2024 maintenant, 1 an après la signature du deal, 10 mois après avoir quitté CAP, 10 mois où j'ai construit quelque chose à Meridian, 10 mois où j'ai travaillé avec Thomas et Christophe sans aucune arrière-pensée, 10 mois où j'ai économisé, rendu visite à ma fille sans stress, passé du temps avec ma femme sans regarder mon téléphone. Et je suis mieux, beaucoup mieux. Meridian me paie bien. Les gens ici respectent le travail. Il n'y a pas de politique absurde, pas de Frédéric dans le couloir, pas de 42 slides PowerPoint de quelqu'un d'autre. Juste du business. Et c'est rafraîchissant. Vraiment rafraîchissant. Parce que c'est ce que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Et je ne pense à l'ancien job plus que quelques fois par mois, quand je croise Julien pour un café, quand quelqu'un mentionne CAP Patrimoine dans une conversation. Quand je vois que Frédéric a posté quelque chose sur LinkedIn, ses posts génériques sur le leadership en temps incertain, que les gens écrivent quand ils n'ont plus rien à prouver mais continuent quand même d'essayer. Sauf quand je pense à cette enveloppe jaune. Quand je pense à ce moment précis où j'ai vu 1 700 € écrits sur un papier blanc. Et que j'ai su que ma réponse était simple, non merci. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce n'était jamais vraiment sur l'argent. Je sais comment ça sonne. Les gens vont dire « oui, bien sûr c'est sur l'argent ». Mais ce n'était pas. L'argent était important. 140 000 € aurait été la différence entre une vie normale et une vie plus confortable, aurait changé le quotidien. Mais ce n'était pas vraiment ça qui m'a blessé, c'était le message. Le message derrière 1 700 €. Tu as fait quelque chose que personne n'a jamais fait ici. Tu as signé un contrat de 500 millions d'euros. Tu as sacrifié ton temps, tes vacances, tes week-ends. Tu as dormi sur des bancs de gare. Tu as raté l'anniversaire de ta femme. Tu as même continué quand j'ai essayé de tout récupérer. Et le message était « mais tu n'es pas important ». 1 700 € veut dire « tu as un rôle à jouer, mais nous n'allons jamais te le reconnaître vraiment. Tu seras toujours le mec qui a un rôle à jouer. Tu ne seras jamais le mec qui a construit quelque chose. » Et c'est ce que je n'ai pas pu accepter. Pas parce que je suis une diva qui avait besoin d'une tape dans le dos, mais parce que j'avais reçu ce message très clairement une fois dans ma vie et je savais à quoi ça menait. À l'amertume, au ressentiment,
à une lente corrosion de qui tu es, à devenir quelqu'un qui passe ses jours à penser à l'injustice plutôt qu'à construire des choses. Thomas Aubert, lui, il a compris quelque chose que Frédéric n'a jamais compris. Quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, quand vous êtes dans la même tranchée, que vous regardez les mêmes problèmes, que vous croyez en la même vision, tu dois lui dire la vérité. Tu dois lui dire « tu étais important, tu l'es encore, et je le sais ». Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est la base de tout partenariat qui dure. Et c'est exactement ce que Frédéric n'a jamais su donner. Thomas me l'a dit au déjeuner à Lyon. Tu as cru en nous. Et c'est tout ce que j'ai eu besoin d'entendre. Pas de bonus de 140 000 €, pas une accolade en réunion générale. Juste la reconnaissance d'une personne qui savait exactement ce que ça m'avait coûté. Rien de plus. Et je pense que c'est ça la vraie leçon ici. Pas « quitte ton job si ça marche pas ». Pas « l'argent c'est tout ». Juste « ton travail compte ». Et si quelqu'un ne te le dit jamais, ce quelqu'un ne mérite pas de te garder. Parce qu'au final, l'argent, même 140 000 €, ce n'est que de l'argent. Ça vient, ça s'en va. Tu achètes la maison. 3 ans plus tard, il y a des défauts de toiture. Mais la reconnaissance, quelqu'un qui te dit « tu étais important » et qui le pense vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on mérite. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait refuser de vivre sans. Je ne vois pas Thomas une fois par mois, mais quand on se voit, c'est vrai, c'est respectueux. Pas de politique, pas de jeu, juste 2 personnes qui se comprennent et qui construisent quelque chose ensemble. Des personnes, pas des rôles, pas des positions, des personnes. Et c'est pour ça que ça tient. Et c'est pourquoi je vais probablement travailler sur ce compte pendant 10 ans. Pas parce que j'ai peur de quitter à nouveau, pas parce que je suis redevable, mais parce qu'il n'y a aucune raison de partir. Parce qu'on m'a dit que j'étais important. Et j'ai choisi de le croire. Et ça a changé ma vie. Pas de manière spectaculaire, pas avec des confettis et un chèque de 140 000 €. Juste de manière réelle, concrète, durable. Voilà, c'est l'histoire. C'est pas glamour. C'est pas une leçon en 3 points. Juste une histoire vraie d'un mec qui a fait un truc et qui a su à quel moment arrêter. Et qui a trouvé quelqu'un d'autre qui pensait qu'il en valait la peine.